Hola les amis, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch. Et oui, on va parler de Monday Night Raw, on va parler de peut-être le moins bon épisode de Monday Night Raw depuis l'ère Triple H. Vous voyez, hein, j'ai le sourire. Parce que en fait, non, j'ai pas véritablement le sourire. D'ailleurs, ça me gêne un peu parce qu'on était un petit peu habitué à passer des beaux moments, à avoir des éléments plutôt cool, plutôt fun dans les épisodes de Raw. Alors attention, il va y en avoir quand même, mais on a quitté le show quand même en restant un petit peu sur notre faim. Puisque dans cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre 2022, depuis la très belle ville de Charlotte en Caroline du Nord. Alors je ne sais pas pourquoi je dis la très belle ville, j'y ai jamais foutu les pieds, mais une ville qui a été fortement sollicitée avec un catcheur qui a défendu ses couleurs locales. Une légende qui a copieusement insulté la place. Et pour autant, Charlotte en Caroline du Nord, ils ont pas fait non plus un bruit totalement fou. Ah, ça s'est même bien ressenti sur le premier match de la soirée qui opposait AJ Styles à Karl Anderson, qui était l'un des deux combats annoncés pour la soirée avec ce soir dans le main event, Bianca Belair, qui finalement ne défend pas son championnat contre Bayley. Je pensais que c'était annoncé comme un match de championnat, même pas, c'est un non-title match. Et le reste de la carte, de ce fait, on le découvrira et on ouvre tout de suite les hostilités avec nul autre que le Judgment Day, histoire de mettre de la hit tout de suite dès le début du show. Et là, ça va, la hit, elle va se ressentir parce que bien évidemment, pendant leur entrée, on nous remontre la victoire de Dominic Mysterio sur AJ Styles de manière controversée. On reparlera de controverse tout au long de la soirée. Et même si tous les membres du Judgment Day vont prendre le micro pour hyper le combat du 5 novembre contre AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson, Akron, c'est évidemment sur Dominic Mysterio qu'on va s'arrêter, qui a livré une excellente promo et qui a généré beaucoup de hits et de la hit authentique, puisqu'il a été introduit par ses pairs comme le plus grand luchador de cette génération. Ah bon. Et Dominic Mysterio comprend qu'il est vu aujourd'hui comme le Eddie Guerrero de cette génération. En fait, pas du tout. Il nous déclare que c'est Eddie Guerrero qui était le Dominic Mysterio de la sienne. Oulala, de la hit. J'ai également beaucoup aimé la line où il a dit vous savez pourquoi et comment j'ai battu AJ Styles? C'est parce que je suis bâti différemment. Et Rhea Ripley qui a dit je confirme. Ouais, la meuf, elle a dit j'en sais quelque chose. Oulala. Donc ils ont été interrompus par AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows, bien évidemment. Et AJ Styles, il a plutôt comparé Dominic au James Ellsworth de cette génération. Voilà, est-ce que la line était bonne ou pas? Surtout que James Ellsworth c'est plus là, donc bon, ok. Finn Balor, il va à nouveau faire des allusions sur ce club qu'il a créé en 2013 et qui compte détruire en Arabie Saoudite. Et Karl Anderson, lui, il est pas là pour enfiler des perles. Lui, il est là pour la bagarre. Alors attention, il est là pour la bagarre où ça l'arrange, parce qu'on en sait un petit peu plus sur le quiproquo du 5 novembre. Finalement, Karl Anderson, il a fait un petit message vidéo pour dire qu'il irait bien en Arabie Saoudite le 5 novembre, et pour le Japon, où il était déjà booké, il coulait haut, il attendra. Et d'ailleurs, New Japan est visiblement pas d'accord, puisque le combat Karl Anderson contre Ikulo est toujours maintenu pour le championnat Never, et c'est très bizarre. Premier combat de la soirée, Finn Balor contre Karl Anderson, 17 minutes de match. Alors oui, il y a une bonne chimie entre Finn Balor, Karl Anderson, il y a un super travail sur la jambe de Finn Balor qui aura des conséquences pour la suite du combat, notamment avant le coup final, le coup de grâce porté par Finn Balor, sa jambe va lui poser des problèmes, ce qui va permettre à Karl Anderson de revenir. Et comme vous en doutez, vu qu'on a plein de monde autour du ring, ça va partir un peu en baston général, ça va échapper totalement au contrôle de l'arbitre, et beaucoup de choses qui vont se dérouler à l'extérieur du ring, dont AJ Styles qui va se faire projeter de manière très violente par Damien Priest sur la table des commentateurs, et dans la foulée, Luke Gallows, qui était sur le point, tu vois, de faire un save monumental pour sa team, va se prendre un body slam de la part de Rhea Ripley, et c'est con d'ailleurs, parce que WWE, ils auraient dû utiliser cette image-là comme vignette pour leur chaîne YouTube, parce que je pense que ça aurait fait un buzz totalement incroyable. Rhea Ripley, surtout, elle en sort super grandie, et puis elle va être impliquée, là aussi, dans le dos de l'arbitre, dans la fin de match, où elle va porter un coup bas à Karl Anderson, ce qui va permettre à Finn Balor de remporter une victoire un peu dégueulasse. Le Judgment Day reste fort 2 semaines de suite, et pour AJ Styles, Gallows et Anderson, pour l'instant, ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent. On les reverra un petit peu plus tard, et ça va pas l'air s'améliorer. On nous remontre le Miz qui joue la comédie pour pas l'affronter Dexter Lumis. Gargano lui tend un petit piège, il est obligé d'aller affronter Dexter Lumis, mais finalement il affronte pas Dexter Lumis, il lui met un coup de chaise, le match débute jamais, et Dexter Lumis est présumé absent cette semaine. Donc qu'est-ce qui se passe avec le Miz? Le Miz, il s'est fait menacer par Gargano. Gargano, il a une vérité à révéler aux yeux du monde. Mais le Miz, il sait pas de quoi Gargano parle, donc les mecs ils vont se croiser, il va lui dire mais qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais un truc que moi je sais pas? Ou est-ce que tu penses savoir le truc que je sais? Enfin bref, il y a que la vérité qui doit compter. Donc la vérité, elle va éclater, et le Miz, il veut prendre la bonne décision, il va aller au ring pour aller donner sa version des faits. Des faits de quoi? On sait pas, mais il se passe un truc, et Gargano sait des choses, et
Et de ce fait, il y a une intrigue, il y a un mystère. Alors voilà le Miz qui va passer pour la victime, en effet, lui qui faisait équipe avec son très bon ami, même son meilleur ami, il a sorti sa petite carte, son meilleur ami Tommaso Ciampa, et ben il s'est fait kidnapper par Dexter Lumis, qui l'a torturé. C'est ça la vérité que les gens doivent entendre. Alors Gargano, lui, c'est pas la vérité qu'il veut entendre. Il dit, le Miz, là, t'es en train de te foutre de ma gueule. J'ai en plus de ça appelé Ciampa il y a 2 minutes, et Ciampa, il m'a dit, ouais, bah si je suis pas là, c'est parce que je suis blessé, c'est pas parce que je suis porté disparu, comme le Miz veut nous le faire croire. La vérité, mais quelle est donc la vérité? Bah la vérité fait son arrivée à... Bah oui, truth, la vérité. Bah pantoiserie générale sur le ring, que ce soit Gargano ou le Miz, on s'attendait pas à voir R-Truth débarquer. Et R-Truth, bah oui, il a grandi à Charlotte en Caroline du Nord, donc il vient défendre sa ville. Parce que bah, le Miz, il a mal parlé de la vie, il a mal parlé du mac and cheese, je sais pas ce que c'est, mais bref. On est parti à la pub, retour de pub, R-Truth, qu'on n'avait pas vu catcher depuis des lustres, contre le Miz. Et ben c'est un match de R-Truth. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir ses trademarks en hommage à son héros d'enfance, John Cena. Toujours drôle parce qu'on sait tous, hein, R-Truth c'est plus vieux en réalité que John Cena, mais bref. Le Miz va reprendre le contrôle sur le match, mais va être distrait par quelqu'un qui pense apercevoir comme étant Dexter Lumis. Donc là, il a peur. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il perd ses moyens. Et là, R-Truth, bah, il s'est rappelé de comment il a remporté tous ses championnats 24/7 avec le move le plus puissant de l'univers. The Miz. Welcome to the Warp Zone. En fait, c'était pas Dexter Lumis, c'était Gargano qui était déguisé pour faire une blague. Gargano, il va bien aimer les déguisements ce soir, vous allez voir, c'est... Ah, oula. Alors l'expression faciale du Miz qui a perdu le match et qui découvre que c'est Gargano qui lui a fait une blague, elle est un peu priceless. C'est vrai que là, pour le coup, je me suis un peu amusé. Et j'espère que R-Truth bénéficiera de cette victoire précieuse pour grimper dans la hiérarchie et pourquoi pas devenir aspirant au championnat nord-américain. Voilà, je mets une pièce là tout de suite. R-Truth, on risque pas de le revoir 4 chaînes ou... Une sit-down interview de Katie Kelly qui reçoit comme invité Candice LeRae, qui est très ravie d'avoir rejoint WWE à un moment où sa carrière était arrêtée. Bon, elle a été maman, je repasse sur les détails, là elle vit un petit peu un rêve d'être intégrée au main roster, et en fait l'interview n'ira nulle part puisque Damage Control est arrivé, ils ont commencé à la taquiner, à la chambrer, puis tout simplement ils ont attaqué le caméraman et ils ont tabassé. D'après ce qu'on a compris avec les cris, hein, au loin, ils ont tabassé Candice LeRae. Ce qui fait que, oui, entre Asuka, Alexa Bliss et Candice LeRae, tout le monde est out. Et Bianca Belair se retrouvera seule ce soir dans le main event. Alors voici Elias qui marche en coulisses et qui est interrompu par Matt Riddle, qui sait décidément pas jouer du bongo. Il est là avec ses petits bongos, on voit le mec, il sait pas faire. Et là je me dis tiens, il y a un accueil plutôt chaleureux de la part de Matt Riddle, alors que Elias c'est quand même le mec qui lui a coûté son match de championnat des États-Unis la semaine dernière contre Rollins. Mais Riddle il s'en fout, en fait il est tellement heureux de vivre, en fait il réitère sa proposition de former un duo avec Elias et de faire de la musique ensemble, et ils vont être interrompus par un autre duo. Quel est le momentum aujourd'hui de Chad Gable, à part faire des bons matchs vu qu'il perd tout le temps, et de Otis? Il y a chambrage, il y a provoque, et évidemment on aura un peu plus tard Elias contre Chad Gable. Avant ça, un match beaucoup plus cool sur le papier. Austin Theory, je le rappelle, losing streak terrible. Il a feinté à NXT être intéressé par le champion NXT, il allait faire le cash-in dessus, finalement on l'a pas vu du côté d'Halloween Havoc. Mais attention, il fait pas état de sa losing streak, il fait juste état d'être le plus jeune champion des États-Unis, le plus jeune détenteur du Money in the Bank, et il vient de se faire comme si de rien n'était affronter Mustafa Ali, qui on le sait lui est impliqué dans un nouveau programme avec Seth Rollins autour de ce championnat des États-Unis. Et si quelqu'un a besoin de momentum ce soir, bah c'est bien Mustafa Ali. Alors sur le papier, ça va être un bon match. Seth Rollins fait son entrée, la réaction pour le public, elle est immense, parce que Seth Rollins, en l'absence là de Bobby Lashley et de Brock Lesnar qui seront pas là, mais vous inquiétez pas, on aura un clip, on nous remontre un peu plus tard. Bien sûr, c'est la plus grosse star à Monday Night Raw, et Seth Rollins qui s'assoit à la table des commentateurs, qui est hilarant, qui est excellent, et ça va retirer malheureusement toute mon attention sur le combat qui était cool. Le spot de Mustafa Ali, il est gigantesque quand Austin Theory chope son téléphone pour faire un selfie et qu'il est interrompu d'un dropkick de sa maman qui arrive de nulle part
enchaîné avec un somersault depuis la 3e corde. Oh oui, c'est magnifique. Des grosses nearfalls de chaque côté. Il y a Mustafa Ali qui était peut-être sur le point de remporter le combat après un backcracker. Il avait commencé à grimper sur la 3e corde pour porter son 450 splash. Seth Rollins, qu'on pouvait pas rater, hein, parce qu'il était habillé en fluo, Seth Rollins, l'arbitre ne l'a pas raté pour le coup, il a quand même réussi à détourner l'intention de Mustafa Ali et a permis à Austin Theory de remporter sa première victoire depuis tellement longtemps. Et j'ai l'impression qu'on s'en fout. Mais pourquoi il a gagné? C'est Ali qui a besoin de prendre du momentum, c'est pas Austin Theory. D'ailleurs, ils font à peine notion de la victoire d'Austin Theory, qui célèbre viteuf avec Seth Rollins, mais le focus derrière, il est sur Rollins et Ali. Et justement, Rollins, il pense avoir passé un message à Ali, il lui a cassé la gueule, il repartait backstage, et en fait, en arrivant sur la rampe d'entrée, Ali, il a fait le tour dans le public, il a bondi sur Rollins, il lui a mis une grosse dérouillée, les arbitres ont été obligés de les séparer, et c'était plutôt cool. J'ai hâte de voir le programme se développer, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas profité du fait que Austin Theory avait quelque chose à raconter avec une série de défaites qui mettrait peut-être à se remettre en question sur pas mal d'aspects. J'aime bien d'habitude qu'on raconte des histoires avec des longues séries de défaites, et là, pour Ali, c'était le moment de gagner, quoi. Bon. Alors, dans les coulisses, il y a quelqu'un qui est pas content, c'est le Miz. Parce que Gargano, il lui a coûté le match en se déguisant Dexter Lewis. Ah, ça t'amuse. Le Miz, il trace sa route, et là, Gargano, il se retourne, il tombe sur qui? Il tombe sur John Bradshaw Layfield, accompagné de Baron Corbin, le nouveau dieu du catch des temps modernes. Et JBL, je pense que c'est son meilleur rôle à la WWE parce qu'il joue exactement son propre rôle. C'est un bully, il se fout de la gueule de Johnny Gargano parce que c'est une star d'internet, parce qu'il est tout petit et qu'il correspond pas aux standards de la grande époque de JBL avec des grands catcheurs de 2 mètres, etc. Et c'est pour ça que lui, il essaye de remettre ça au goût du jour avec un mec comme Baron Corbin, hein, qui représente le catch à l'ancienne, hein, et pas tous ces mecs là qui se claquent sur la cuisse, qui font des super geeks, qui... Bon bref, hein, j'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée. Donc il y a un challenge. Retour au ring pour l'action, on découvre qui? On découvre Omos. Et ouais, Omos, il est revenu à Raw pour affronter 4 mecs d'un coup. Et MVP, il est là, il dit aux mecs, vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez signé des décharges, etc. Alors je sais hein, que ça doit être impressionnant, parce que là, les 4 mecs, ils ressemblent à rien, hein, frère. Il y a Omos, il commence un petit peu à les impressionner, il met la main devant le visage d'un des mecs pour faire un petit peu de ses spots André le Géant, il monte son poing, il dit les mecs, vous êtes sûrs, voilà, et puis on passe le message à Braun Strowman, le MVP, voilà, Omos, il va défoncer tout le monde en 2 minutes, et bah oui, il a défoncé tout le monde en 2 minutes. Parmi les jobbers, j'étais content de voir Sal Rinauro, qui était un pilier du catch indépendant des années 2000. Mais bon, voilà, ils ont rien fait, même le squash, en réalité, il est pas terrible, hein, parce que la première projection que Omos fait sur un des mecs, elle est un peu ratée, tu vois, il y a aucune amplitude, que dalle. De ce fait, Omos, il a gagné, il a levé les bras, il a fait... Ceci dit, c'est important de le préciser, c'est le seul match de la soirée qui va se terminer de manière clean, mais c'est pas ce qui nous importe ici. Le but, c'était de construire cette grande affiche, l'immense affiche, le géant contre le monstre, Omos contre Braun Strowman, Akron Joe. Allez, c'est parti. Un bon match de catch, parce qu'il y en a un des deux, il est particulièrement bon, hein. C'est Chad Gable, hein. Chad Gable contre Elias. Chad Gable qui vient accompagné de Otis, hein, qui aura un rôle, bien évidemment, dans l'issue finale du combat. Et avant de vous dire à quel point Chad Gable est prodigieux, il est fantastique, il est capable de tout, et je suis prêt à l'épouser, là, s'il faut. Ouais, putain, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il perd tout le temps, hein, c'est une catastrophe, mais bref. Bon, il est super fort. Par contre, Elias, tu vois, je pense que c'est le problème d'Elias sur l'intégralité de sa carrière. C'est un mec qui est super charismatique, qui est très bon dans tout ce qui est segment backstage, segment sur le ring, le micro, etc. Mais c'est bizarre, en fait, ce gros charisme, cet énorme flow qu'il a, tout se perd dès lors qu'il commence à catcher. Et là, ça va pas manquer, quoi. Heureusement qu'il y a Chad Gable, parce que, oh là là, les mecs, ils vont innover sur une espèce de contre où Chad Gable, il a fait un moonsault, il a atterri sur le genou de Elias. C'était violent. La tête pétée, le nez pété, et ça fait qu'un compte de 2. Derrière Otis, il va tenter d'intervenir. En fait, il a fait un tout droit dans le poteau qui était hilarant. Bon, et c'est vrai qu'on peut peut-être parler quand même de victoire clean, parce que ça va pas empêcher Elias de remporter la victoire avec son spinning souplex. Donc oui, il y a 2 finish clean. Bon. Derrière, bagarre en 2v1, Matt Riddle qui intervient, et on aura probablement un match tag la semaine prochaine entre ces deux équipes qui ne seront ni l'une ni l'autre en Arabie Saoudite. Enfin, ça peut évoluer d'ici là. Hein. C'est dommage hein, quand même, parce que Riddle qui gagne dans le main event d'Extreme Rules, c'est la mid-card. On nous remonte la victoire de Finn Balor sur Karl Anderson, et Karl Anderson qui s'est fait sonner les noix de la part de Rhea Ripley. Bon là on retrouve toute l'équipe à Styles à l'infirmerie, Anderson il a mal aux noix. Gallows lui par contre il veut essayer de négocier, il dit on peut essayer de régler ça par la parole. Donc il pense c'est une bonne idée, aller chercher Rhea Ripley pour lui parler
et peut-être qu'on arrivera sur un terrain d'entente. Alors je sais pas quel était le projet, hein. Bon, on va pas le savoir tout de suite parce qu'il y a JBL qui fait son entrée, mais pendant que JBL faisait son entrée, on est revenu à l'infirmerie et Gallows finalement on a compris que lui aussi s'est fait sonner les cloches. Donc il a dû croiser à Ripley, ça s'est pas bien passé les négociations. Voilà, il y avait un effet comique là-dedans, je vous laisse, ça à votre appréciation. Donc JBL qui fait son entrée, qui va insulter, vous en doutez, tout le public de Caroline du Nord en disant voilà, il va parler de Michael Jordan en disant regardez Michael Jordan, là voilà, vous l'avez laissé partir et c'est devenu la plus grande désillusion de l'histoire de ce pays. Mais revenons aux affaires, voilà son nouveau protégé, Baron Corbin, sous aucune réaction, et Johnny Gargano qui l'affronte. Et on est parti pour un combat qui va durer 14 minutes que j'ai trouvé assez long en réalité, parce que quand Gargano a de l'offense, d'ailleurs c'est con, hein, parce que on a eu la même scène que la semaine dernière, c'est-à-dire JBL, il vante toutes les qualités de Baron Corbin en disant à quel point c'est le futur wrestling god de la compagnie, pendant que Baron Corbin il se fait casser la gueule en réalité par Johnny Gargano, qui fait 2 têtes de moins que lui, hein, je le rappelle. Derrière, bon, il y a une hit, elle est chiante. Et on arrive au moment clé de ce combat qui va amener son dénouement, on est à l'extérieur du ring, et Baron Corbin, il en a marre, il veut passer Gargano à travers la table. Donc il débarrasse tout ce qu'il y a sur la table, sauf le chapeau. Il fait très attention au chapeau de JBL, j'ai bien aimé le petit détail. Surtout que ça n'a pas fonctionné, Gargano, il va revenir, il va monter sur la table des commentateurs, et il va s'attarder sur le chapeau de JBL. JBL lui a dit touche pas ça, toi, touche pas ça. Et Gargano il fait quoi? Il prend le chapeau et il le met sur sa tête. Je vous ai dit, le mec il aime bien se déguiser, il fait des blagues, hein, voilà, il est super, c'est un peu drôle mais quand même un peu lourd. Il fait un tornado DDT sur Baron Corbin tout en gardant le chapeau, il remet le chapeau, là JBL il fait c'est bon maintenant tu rends mon chapeau, il fait style qu'il veut lui rendre mais en fait non, il le remet, il monte sur l'apron, tu vois, peut-être pour porter son finish avec son DDT. Mais en fait JBL, l'arbitre il regardait pas à ce moment-là, JBL il est intervenu, il a fait trébucher Gargano, qui a fini par mourir juste derrière dans le End of Days de Baron Corbin. Baron Corbin est à 2-0, Gargano signe ici sa première défaite dans le roster principal, et quelque part, c'est mérité quoi, qu'est-ce qu'il a eu besoin d'aller faire le con avec le chapeau de JBL, enfin Gargano quoi, t'avais match gagné, pourquoi t'as fait ça? Katie Kelly, backstage avec Bianca Belair, je sais plus ce qu'elle a raconté. Bon, elle a dû dire à tous les coups, ça va être du 3v1, mais comme je suis The EST of WWE, ça va bien se passer. Moi si elle a dit ça exactement, elle est partie, ravie, Katie Kelly, pantoiserie mais avec le sourire, et Gargano, il a dans les coulisses recroisé le Miz. Ils ont tous les deux perdu, ils sont passés de sales soirées, alors le Miz il veut un peu réconforter Gargano, il veut pas que Gargano en réalité il révèle son secret, mais Gargano il fait non, c'est mort, la semaine prochaine, ils sont toujours là, la semaine prochaine, pourquoi tu le fais pas maintenant? La semaine prochaine, t'as intérêt de révéler ton secret, le Miz. Sinon, Gargano il a dit sinon c'est moi qui vais le faire. Mais il faut attendre une semaine de plus parce que c'est un programme télévisé. Je viens de tout désacraliser là comme ça, juste pour faire le mariole. Voilà, super. Voilà. On nous remonte. Alors ça c'est très fort, ça c'est incroyable, toute l'histoire Bobby Lashley contre Brock Lesnar, voilà, sur les 2 semaines où ils se sont confrontés, où Lesnar il a coûté le championnat des États-Unis à Lashley, où Lashley il a attendu Lesnar, il lui a mis la misère. Ils nous ont fait des vignettes pour nous dire on va vous diffuser un clip, on nous remonte, et c'est tellement vendeur que je pense les gens devant leur télévision ils doivent se dire on va les voir, ils viennent catcher, Bobby Lashley il va faire une promo, il va y avoir quelque chose. Mais non, en fait, c'était juste un clip. Et pour vous dire à quel point les gens sont, je trouve, un peu dupes par rapport à ça, c'est que même sur YouTube, le segment le plus visionné de cette semaine, c'est le clip. Voilà. En quoi, l'épisode de Monday Night Raw de cette semaine, c'était pas banal, hein, Bon, évidemment, le clip, il est chouette, et puis il nous donne envie de voir le match qui se tiendra, je le rappelle, le 5 novembre en Arabie Saoudite, à Akron. Allez, le main event, Bayley contre Bianca Belair. Elles ont catché pendant plus de 20 minutes. Hein. C'est bien, elles catchent bien. Non, attention, le match est chouette. Mais quand je me dis, je vois un bon match de catch, où en plus de ça, le selling, il fait sens. On a travaillé le bras de Bianca Belair. Bayley, elle est agressive, elles ont des combinaisons, ça marche bien. Mais le championnat, il est pas en jeu. Et puis, oui, il y a eu couille dans le pâté, quoi. Donc je me dis, 20 minutes d'effort pour terminer avec un finish que personne n'a vu venir. Ah non, vous l'avez pas vu venir. Personne l'a vu venir. Parce qu'à un moment, Bianca Belair, elle était en difficulté à l'extérieur du ring. Elle avait réussi à powerbomber sur la table des commentateurs Bayley. Finalement, la table, elle a pas pété. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a powerbombé sur le poteau. Et Bianca Belair, elle a pas vu que dans son dos, Dakota Kai, Io Sky, elles sont venues, elles ont mis un kick et tout. Et elles ont pris l'avantage. L'arbitre n'a pas vu ça non plus. Voilà, il faisait autre chose. Et là, en fait, l'arbitre, il est descendu. Il a cru comprendre. Il était peut-être sur le point de disqualifier. Il s'est retourné. Et en fait, tout le monde s'est retourné parce que il y a une meuf. Elle a sauté de la 3e corde. Et elle est tombée sur tout le monde. Alors, je dis une meuf. Nous, on a reconnu Nikki Cross. Et ouais, Nikki Cross. Mais les commentateurs, ils ont fait style. Mais c'est qui? Bon, après, ils l'ont vu, elle a été dans le ring et elle a aidé Bayley à remporter la victoire. Quoi? Elle attaque les meufs de...
mais en fait elle aide Bayley à battre Bianca Belair. Donc victoire de Bayley grâce à Nikki Cross, et Nikki Cross derrière elle attaque Bayley. Elle sait pas ce qu'elle veut la meuf. En fait elle est devenue la Nikki Cross incontrôlable, un peu sauvage. Elle avait un chouette look, voilà, j'ai bien aimé, la pose à la fin. Par contre le public a pas aimé. Ah non, il y a eu des huées dans tous les sens et c'était... et puis même sur les réseaux sociaux, j'ai lu énormément de « Waouh, on termine le show avec Nikki Cross, vraiment !» Alors, moi, je suis content, parce que j'aime bien Nikki Cross, pas une mauvaise catcheuse, et je suis ravi qu'elle ait sa place, tu vois, qu'elle fasse un gros impact. L'angle est pas mal. Mais le problème, en fait, c'est que Nikki Cross, avant ça, c'est du momentum, c'est trop bas. Bah non, on essaye de faire step up une jobbeuse lower mid-card, à un rang de limite main eventer, parce que là, à tous les coups, ça va partir en triple threat match, avec une Bayley qui peut potentiellement devenir championne, en faisant le pin, non pas sur Bianca Belair qui est imprenable, mais sur Nikki Cross. Voilà. C'est comme ça que se termine Monday Night Raw, voilà ce que j'en pense. C'est un peu étonnant. C'est tout pour WAM, j'attends bien évidemment vos avis dans les commentaires. Merci pour l'amour, merci pour le soutien, c'était Sturi. Et tout le monde reste fort, sauf la mâchoire de Chad Gable. Ciao, bye bye.